Cette description de ce qu'est le socialisme et le communisme comme étant des erreurs lorsque cela mène à ce genre de résultats est hélas commune, mais fausse. La compréhension de ce que sont le socialisme et le communisme de manière vulgaire en France et dans les pays latins de manière générale sont effectivement encouragées par les erreurs de dénomination de plusieurs partis politiques qui vont se faire appeler socialistes. Généralement, ces partis socialistes, comme le Parti socialiste français, vont conserver la dénomination de socialiste par héritage, par marque en réalité, parce que c'est comme ça qu'ils se sont fait connus à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, en particulier dans les années 1930 et 1940. Même s'il est vrai que de nombreux cadres du Parti socialiste français actuel ont été dans leur jeunesse de véritables socialistes d'un point de vue idéologique, en réalité, les partis socialistes en Europe ne sont plus socialistes. Pour trouver réellement une idéologie socialiste, il faut aller beaucoup plus à gauche, comme au Parti communiste français et à la France insoumise. L'objectif du socialisme, c'est le communisme. Qu'est-ce que c'est que le communisme? C'est un nouveau modèle de société qui se base sur des idéologies qui ont été développées il y a très longtemps, on en débattait déjà dans l'Antiquité, mais qui a été davantage cristallisé en France par Rousseau. Par la suite, Karl Marx a mal plagié Rousseau et l'idée, c'est tout simplement que l'être humain, dans sa nature, n'est pas l'être qui va mener à des conflits, qui va se retrouver à avoir des inégalités et que dans la nature, il ne devrait pas y avoir d'inégalités. Et que si nous vivons dans des sociétés avec des inégalités, c'est à cause de choses comme l'invention de la civilisation et de la monnaie. Là, le communisme, c'est de finir par arriver à une société où il n'y a plus besoin d'un chef, il n'y a plus besoin de hiérarchie, il n'y a donc plus besoin de monnaie et il n'existe plus d'inégalité parce que nous sommes revenus à l'état de nature de l'être humain. Le communisme en soi est donc bel et bien une croyance qu'il y a un état de nature qui serait différent de la manière dont les êtres humains fonctionnent et que les sociétés que nous avons aujourd'hui ne sont pas le fruit de l'évolution, mais simplement d'une perversion causée par la civilisation et la monnaie, dans une croyance qui est très similaire au christianisme, ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle on observe que les partis socialistes et communistes historiquement, ont toujours été beaucoup plus forts dans les pays de tradition catholique et moins forts dans les pays de tradition protestante. Le socialisme tel qu'il a été théorisé par Karl Marx, ça n'est pas un système qui est différent du communisme. Le socialisme, c'est l'étape nécessaire avant d'arriver au communisme. Pourquoi? Parce que l'être humain ayant été corrompu par la civilisation et la monnaie, eh bien, il faut réapprendre à l'être humain à fonctionner selon sa nature profonde. Ceci doit passer par ce que Karl Marx appelle la dictature du prolétariat, c'est-à-dire une dictature où les ouvriers vont être en contrôle de la société et où l'objectif va être de supprimer l'économie de marché et de faire en sorte que ce que Engels appelait la loi de la valeur et que l'on appelle aujourd'hui la loi de l'offre et de la demande cesse de fonctionner. Pour Marx et Engels, ce concept de loi de la valeur ou de loi de l'offre et de la demande est quelque chose qui est effectivement naturel mais qui est problématique parce qu'elle ne juge pas la valeur des choses en fonction de leur nécessité, mais en fonction de leur rareté et de leur utilité. Pour Marx et Engels, il est donc par exemple absolument illogique que l'eau soit plus chère au Tchad qu'elle ne l'est en Suède, parce que l'être humain a un besoin d'eau qui est fixe. Et ce n'est pas la rareté de ce besoin qui doit juger la valeur, c'est uniquement le besoin de chaque être humain. Et toute valeur doit être déterminée en fonction de l'importance de quelque chose pour les êtres humains. Une société réellement socialiste est donc forcément autoritaire puisqu'il faut interdire aux gens de fonctionner selon la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si un métier rapporte plus, eh bien, il faut interdire aux gens de gagner plus avec ce métier et il faut faire en sorte que ce métier apporte la même chose. C'était le principe en ex-URSS, par exemple, où le balayeur de rue devait avoir le même salaire que le médecin. L'objectif du socialisme n'est donc pas de diminuer les inégalités, c'est de le supprimer et de créer un homme nouveau qui va fonctionner tel que
cette croyance d'un état de nature supérieur à celui dans lequel nous serions aujourd'hui. Même s'il va y avoir des échelles de gradation, bien entendu, dans est-ce qu'une société va être socialiste ou non, de fait, si une société fonctionne avec une économie de marché, eh bien, cette société n'est pas socialiste, puisque la loi de l'offre et de la demande s'applique et que les marchés sont libres de se créer, de se détruire, de disparaître et d'être renouvelés, sans l'intervention d'un acteur extérieur, à nommer l'État. Et parce que ces idéologies fonctionnent avec un système de croyance sur ce que serait une véritable nature humaine, c'est pour cela que chaque fois que cela va avoir été testé pour de vrai, le système finit par s'effondrer, eh bien l'argument des socialistes et des communistes va être de dire non, en réalité, ça n'était pas réellement socialiste, ça n'était pas réellement communiste. Et donc la Corée du Nord, non, ce n'était pas du vrai socialisme, l'URSS, ce n'était pas du vrai socialisme, la Chine, ça n'est pas du vrai socialisme, Cuba, le Venezuela, etc., etc. Ça n'est jamais du vrai socialisme. Pourquoi? Parce que ils ne parviennent pas à la réussite de mettre en place une société communiste qui fonctionne. Et comme tu le dis, beaucoup de défenseurs du socialisme vont pointer du doigt les pays scandinaves en disant que ce sont des pays socialistes. Et cette manière de le défendre a été en particulier popularisée par le sénateur américain indépendant parce qu'il considère que le Parti démocrate américain est pas assez à gauche. Il se décrit lui-même comme un socialiste démocratique. Et tout son discours lors des primaires des dernières années en 2016 et 2020, ça a été de dire que son modèle, en fait, c'est le modèle scandinave, alors qu'en réalité, Bernie Sanders veut supprimer l'existence d'une véritable économie de marché. Les pays scandinaves ont répondu en disant que ça n'était absolument pas le cas, que certes, ils ont des systèmes sociaux généreux et qu'ils ont un système d'aide pour les gens qui perdent leur emploi, par exemple, mais ils fonctionnent sur un système de ce qu'on appelle la flex-sécurité. Mais leurs économies sont bien profondément des économies de marché qui fonctionnent avec des systèmes de marché libre. L'index de liberté économique est l'index qui informe sur la proportion de liberté de l'économie d'un pays. Plus le rang est élevé, plus l'économie de ce pays est une économie de marché libre sans contrainte, et plus le score est bas, plus le pays est socialiste, plus l'économie de marché est interdite. Dans cet indice, Singapour et la Suisse sont les numéros 1 et 2, avec l'Irlande en 3e dans le monde entier. Sans surprise, les 3 derniers sont Cuba, le Venezuela et la Corée du Nord. Le Danemark, lui, a la 9e économie la plus libre au monde. La Suède, la 10e économie la plus libre au monde, la Finlande, la 11e et la Norvège, la 12e. Les pays scandinaves font donc partie des pays avec les économies les plus libérales, les plus ouvertes, avec la plus forte économie de marché dans le monde. À côté de cela, même les États-Unis n'ont que la 25e économie la plus libérale au monde, le Royaume-Uni la 28e et la France n'est que 52e dans le rang des économies les plus libérales au monde. Kenavo!